Lorsque vous voulez racheter une filiale, une entreprise, mais ça veut dire que vous venez avec l'argent pour racheter. Mais si votre bilan est négatif, si vous n'avez pas de trésorerie, mais comment il a fait pour obtenir cette entreprise-là? Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut signaler. Est-ce qu'on a donné 40 milliards en espèces à ce monsieur ou que ce monsieur a un compte au Congo? Parce que lorsque les étrangers arrivent chez nous, comment s'appelle la banque qui assure et qui sécurise les transactions pour éviter la fuite des capitaux? Donnez-moi le nom de la banque. Les 40 milliards, même si c'est lui qui est venu avec, ou que ce soit l'argent public sorti d'où? De la banque postale, du trésor public, de la banque centrale. Où est-ce qu'on est allé chercher cet argent? Et cet argent aujourd'hui, pour parler comme l'homme de la rue au Congo, M. Perrin, cet argent dort dans quelle banque? Pour le moment, les activités n'ont pas commencé. Donc, il y a 40 milliards aujourd'hui. Eh bien, je demande au procureur de la République d'interpeller Colline Makosso, d'interpeller le ministre des Finances, d'interpeller le ministre du Budget. Ou sinon, peuple congolais, soulevez-vous. On n'est plus en train de rigoler. Peuple congolais, soit le procureur va interpeller tout le monde, les placer en garde à vue, récupérer les 40 milliards et s'occuper des Congolais qui souffrent. Il est hors de... Et si ce Sénégalais se trouve encore au Congo, eh ben, il faut qu'on l'arrête. Il faut que la police congolaise l'arrête et tout de suite, on lui retire son passeport, on le place en détention provisoire le temps de l'enquête. Mais c'est quoi ce pays? Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir encore choisi R7 et vous avez raison. Je suis avec Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier Mouni-Volo, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Oui, je vais bien, malgré l'actualité dense aussi bien au Congo qu'à travers le monde. Merci d'être avec nous sur R7. En RDC, deux explosions ont fait au moins 11 morts et une soixantaine de blessés ce jeudi 27 février 2025 à un meeting du M23 Bukavu. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés sur la place de l'indépendance de Bukavu. Tout le monde voulait assister à ce grand rassemblement politique, le premier organisé par le M23 depuis la prise de la ville il y a une dizaine de jours. Ils étaient venus entendre le programme et les promesses du groupe rebelle qui poursuit son avancée dans le pays depuis des mois. Le Congo restera un et indivisible. Ce leader du M23 a aussi promis de ramener l'ordre et la sécurité dans le pays. Pourtant, à peine son discours terminé, deux bombes ont explosé au milieu de la foule qui ont été suivies de coups de feu, créant un mouvement de panique. Tout d'un coup, on a vu quelque chose tomber du ciel, dit cet homme. C'était une bombe et 5 personnes sont mortes sur le coup. Plusieurs personnes ont aussi été blessées et transportées vers l'hôpital. Des scènes de violence malheureusement trop courantes en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans et que la justice internationale n'a jamais réussi à endiguer. Nous serons ici en avril pour discuter de la création d'un tribunal spécial pour le pays, dit ce procureur de la Cour pénale internationale qui était à Kinshasa hier. Mais il demeure prudent face aux retombées d'un tel processus. Des procès pour d'autres pays ont déjà eu lieu devant la CPI, dit-il, et pourtant les cycles de violence se sont poursuivis pendant des générations. Le président Félix Tshisekedi dénonce un acte de terrorisme. Nous parlerons également de la condamnation du Rwanda par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la suspension du dialogue politique entre le Royaume-Uni et le Rwanda, les sanctions prononcées le 20 février dernier par Washington contre des moteurs de la violence à l'est de la RDC. On voit bien que les choses semblent aller beaucoup vite depuis le retour de Donald Trump
à la Maison-Blanche. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant, commençons par l'actualité congolaise avec, bien sûr, la rencontre hier du collège syndical de EKRC avec le gouvernement Makosso. Pas d'accord trouvé, plutôt une mise en place sous peu d'une commission mixte E2C, ministère de l'énergie et de l'hydraulique et des partenaires sociaux pour élaborer un modèle économique adaptable pour les deux parties et pour l'intérêt des populations. Mais avant de vous faire réagir, je vous propose de suivre cet extrait d'intervention du député Jean-Claude Ibovi. C'était à l'Assemblée nationale. Suivez. Monsieur le Président, c'est très grave. Sauf s'il y a des gens, des agents cachés. Parce que la question d'actualité, c'est que c'est le député qui pose la question, il n'y a que lui qui a la réplique. Au fond, les questions orales au gouvernement, c'est tout le monde qui peut intervenir et porter sa condition pour trouver une solution de ce qui se passe au niveau de la Société nationale d'électricité. Parce que ce qui se passe maintenant au niveau de la société, je crois que c'est même contre même le président, il faut dire même contre le président. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que ça soit de dire un député. La situation est très grave. Parce que, Monsieur le Président, quand vous regardez la Société nationale d'énergie, c'est que vous avez les barrages qui produisent l'électricité. Et vous aviez ceux qui sont chargés de faire le transport et la distribution et la commercialisation. Les barrages, donc, si une fois les barrages qui ont été construits par l'État au profit de la société, on les liquide. Donc, ça dit que les achetants vont maintenant vendre à la Société nationale d'électricité le courant. Ceux qui viennent prendre, ils viennent prendre que la distribution et la commercialisation. Et à la fin, ils vont vendre ça à combien aux consommateurs? Jusqu'ici, la SCE, on vend à 48 francs. Il s'avère que la société qui vient de prendre doit vendre à 130 francs. Monsieur le Président, cette société qu'on parle de la société nationale, c'est une filiale de la société de la Société nationale d'électricité du Sénégal. Que notre ministre signe avec une filiale. Une filiale. Et que nous venons aujourd'hui, ça a une question d'actualité, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, le ministre vous entend, je crois qu'il va répondre à tout ça. Non, Monsieur le Président, on est sûr d'abord c'est le principe. Qu'un gouvernement a signé avec une filiale, même pas avec la société, parce que la société, elle est la filiale de la Société nationale de SNE. Monsieur le Président, où allons-nous? Mais lui qui a signé, il était directeur général de la SNE, pourquoi à cette époque-là, il n'a pas vendu la SNE? Le ministre va répondre à tout ça. Mais non, mais Monsieur le Président, arrêtons. La société est grave. Sauf qu'ils ont des agents cachés. Après cette question d'actualité, nous aurons des questions orales. Mais non, mais allons carrément aux questions orales pour que chacun intervienne à cette motion par rapport aux éléments qui disposent. Parce que nous avons écouté les syndicalistes, nous avons écouté le gouvernement, et je suis très heureux d'avoir vu la démarche que le Premier ministre a entreprise en écoutant hier les syndicalistes. Bon, j'ai avec l'opinion, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, je reçois les syndicalistes dans 2 jours. Ah oui, ça aussi, vous savez le faire. Vous savez le faire. Merci d'avance. Bien. Donc nous sommes l'émanation, on ne peut pas venir réduire cette affaire-là à une question d'actualité parce qu'elle est grave. On a compris, honorable. Le monsieur qui a acheté, il a pris 40 milliards à la baisse qu'ici, au Congo même, il n'a rien apporté. C'est connu. D'accord, d'accord. Parlons-en. C'est question de souveraineté. Quel est le Congolais qui pourra payer le mégawatt à 140, de passer de 40 à 138? Quel est ce Congolais, moyen? Voilà, Didier Bouidi-Volo. Le nouveau partenaire a pris un crédit de 40 milliards de francs CFA dans une banque congolaise en plus. Donc, il n'a rien apporté, il n'a pas apporté les capitaux. Voilà un monsieur qui arrive avec 0 francs et qui devient multimilliardaire. Et prend, j'allais dire, un segment ou des segments d'une société stratégique. Le transport et la commercialisation du courant électrique. Vous savez, Monsieur Perrin, j'ai déjà répondu à certaines questions de R7 à ce sujet, et d'ailleurs très tôt, pour essayer d'éclairer les Congolais, les édifier.
Et vous remarquerez que lorsque des Congolais, hein, voilà, lorsque des Congolais interviennent sur votre chaîne, euh, le gouvernement ne répond jamais en les accusant de tous les noms comme le gouvernement sait le faire avec certains pseudo-opposants au Congo. Cela montre quand même la rigueur du travail qui est fait, la, 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 la teneur des propos qui sont prononcés et le nationalisme de ceux qui interviennent sur R7. Tout le monde a été sérieux pour démontrer que c'est une mascarade, c'est une bêtise que le gouvernement fait et surtout, c'est un crime. Et ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle dans tous les pays du monde. Moi, je mets quiconque au défi de venir en débattre avec moi sur votre chaîne. Dans tous les pays du monde, on appelle ça crime économique. Sauf au Congo, au moment où je vous parle, dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays du monde, que ce soit les démocraties libérales ou les dictatures, Colline Makosso serait en prison, Denis Sassou Nguesso serait arrêté par l'armée nationale. Si réellement dans ce pays, nous avons une armée nationale, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on fait venir des étrangers. Je n'ai pas envie d'indexer la nationalité de ce monsieur, qu'il soit sénégalais, rwandais, américain, chinois ou français, mais les Congolais s'en moquent royalement. Mais qu'est-ce que le Congolais entend officiellement? Qu'un étranger est arrivé au Congo, les poches vides, on sort l'argent public. L'argent public est sorti. Qui a signé? Qui lui a accordé le crédit? À qui on donne un crédit de 40 milliards de francs CFA sans des garanties de remboursement? Quand vous n'avez pas une source de revenus financiers sûre, on ne vous donne pas un crédit de cette hauteur-là. Et ce monsieur fait semblant de réinvestir chez nous. Mais il y a quelques années sur R7, c'est ce que je vous disais déjà au sujet de ces étrangers qui viennent au Congo. Je vous avais déjà alerté, c'est mon domaine. Je vous ai dit, j'ai dit aux Congolais que les hommes d'affaires, sauf les Dangote qui sont connus sur le plan international, Dangote n'a pas fait sa richesse au Congo. À chaque fois que j'entends parler d'un homme d'affaires qui vient au Congo, dès lors que j'ai le nom, je fais les vérifications. Déjà sur votre chaîne, j'avais dit, celui qui est venu avec Christelle Denis Sassou Nguesso pour Soukali, j'ai vérifié en Thaïlande, en Indonésie, personne ne le connaît. Il n'a pas de page Internet de son entreprise. Donc, ce n'est pas un homme d'affaires. Monsieur Perrin, c'est vous le journaliste, ce n'est pas moi. Donnez-moi le nom d'un homme d'affaires aujourd'hui, en Asie, en Europe, en Amérique, qui n'a pas de page Internet pour son business. Ils l'ont tous, sauf ceux qui viennent au Congo. Vous ne les trouverez pas. Donc, vous voyez que c'est quand même grave au moment où, le long du fleuve, je viens de publier un article sur ma page Facebook, de Mosaka à Betou, nos villes sont en train de disparaître dans les crues du fleuve Congo et de l'Ubangi. Incroyable, mes frères. Incroyable, mes frères. Le moteur est en train de rouler sous l'avenue principale de Mosaka. Je n'ai jamais vu. C'est vraiment une catastrophe naturelle. Là, nous sommes sur l'avenue principale de Mosaka. Qui pourrait le croire? Qui pourrait le croire? Ici, là où roulaient les véhicules, les taxis motos, mais aujourd'hui, c'est remplacé par des moteurs hors bord. Voilà. 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 C'est ça, l'avenue principale. Vraiment, il faut que les autorités viennent en aide aux populations de Mosaka. Pas seulement Mosaka, c'est toutes les villes référentes du fleuve Congo. Lukulela, Liranga, Ifondo, Dongo, Betou, partout c'est inondé. La situation est catastrophique. C'est pire que l'année 2019. Ça, c'est les plus grosses inondations pour l'instant du siècle. Mais le temps est menaçant. Quand la pluie va tomber encore là, ben, ça sera vraiment un chaos. Ce sera un chaos. Voilà. Là, nous sommes devant... je vais montrer la gendarmerie. La gendarmerie quadrillée par l'eau. Et je continue. Là, c'est la mairie, l'hôtel de ville, dans l'eau.
Nous avons 40 milliards de francs CFA à donner à un Sénégalais pour faire semblant d'investir. On appelle ça le détournement du fonds public, le blanchiment d'argent, et ça, c'est criminel. Qu'on s'appelle Denis Sassou Nguesso, Colline Makosso, Christelle Denis Sassou Nguesso, ça mérite de la prison. Le Congo ne leur appartient pas. Je pense que 2026, il faut qu'il y ait un dégagisme total. Ils doivent partir. Et d'ailleurs, la curiosité, c'est de savoir également, puisqu'on a dit ça tout à l'heure, hein, c'est quand même le secteur stratégique, c'est un secteur stratégique. Et le monsieur à qui on donne d'abord un crédit de 40 milliards, je me pose la question s'il y a des Congolais ou les jeunes Congolais, pourquoi pas des entrepreneurs congolais qui peuvent bénéficier d'un crédit de 40 milliards au Congo-Brazzaville, ça m'étonnerait. Et le monsieur, lorsque, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on essaie de regarder à son passé, on regarde l'historique de monsieur, personne ne le connaît. Il n'est ni dans le monde des affaires. Voilà, il tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il obtient 40 milliards de francs CFA de crédit au Congo-Brazzaville. C'est étonnant. Je ne savais pas que ça existait au Congo-Brazzaville. Et on lui donne, voilà, les segments d'une entreprise, d'une société stratégique comme l'électricité. Alors que tout le monde sait, EDC, selon qu'on prononce donc le label, a un chiffre d'affaires de près ou de plus de 7 milliards par mois, je dis bien, pas par année, 7 milliards par mois. Donc, sur 10 mois, on est déjà à plus de 50 milliards. Voilà, on prend cette société pour aller donner à un étranger qui est venu avec 0 franc, à qui on a donné l'argent public. C'est comme disait un député, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais vous savez, le député, moi je comprends, euh, comment on appelle ça, la colère de ce député congolais, peu importe le parti dans lequel il est. Mais vous savez, je l'ai toujours dit quand vous m'invitez, que les Congolais doivent comprendre que l'on soit du PCT, de l'UPADS, du UKI, peu importe les partis politiques, on peut être en désaccord lorsqu'il s'agit de nos idéologies, lorsqu'il s'agit de la façon de conduire les affaires de l'État, mais nous devons, les 5 700 000 Congolais, nous devons tous être un seul lorsqu'il s'agit des entreprises stratégiques, lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale. Monsieur Perrin, je vous le dis, on peut avoir des contradictions majeures entre partis politiques, entre individus, sauf lorsqu'il s'agit des situations qui relèvent de 3 sujets, de la sécurité nationale, de l'intérêt national et de la souveraineté nationale. Ça, ce sont les sujets majeurs pour lesquels tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'ils soient du PCT, de l'UPADS, du UKI, du RDD, du RDPS, face aux enjeux stratégiques qui peuvent causer des problèmes sécuritaires au Congo, face à l'étranger, nous sommes tous un. Et le fait que le pouvoir en place fait venir en masse des étrangers pour gangréner notre économie, pour sucer notre économie comme des sangsues, c'est un pouvoir dangereux pour la population et il est de bon droit que le souverain primaire, qui est la population, puisse chasser ce pouvoir-là. Donnez-moi un pays où le gouvernement peut se comporter comme ça. Vous croyez qu'au Tchad, le président tchadien peut faire venir des étrangers comme ça et donner les richesses du Congo comme, mais gratuitement? Est-ce que vous pensez que au Rwanda, on peut faire ça? Est-ce que vous pensez que mais pire encore, Didier Moueni-Volo, c'est comme on l'a rappelé, c'est le gouvernement Makosso. Donc, c'est Anatole Colline Makosso qui signe cette convention d'affermage avec une filiale, même pas la société mère, entre guillemets, une filiale. Mais la filiale en question, là, on se rend compte que, ben voilà, c'est un monsieur qui est arrivé au Congo, à qui on a donné les milliards du Congo, et bon, voilà, une entreprise gratuite comme ça. Laquelle? Une entreprise stratégique en plus, l'électricité. Mais est-ce qu'on peut parler finalement d'une stratégie de blanchiment des capitaux? Mais qu'est-ce que les Congolais attendent? Vous avez, il y a un intervenant qui est passé sur R7 qui a dit, mais la Sénélec n'a pas de filiale qui intervient à l'extérieur du Sénégal. La Sénélec n'a pas une filiale pour intervenir hors du Sénégal. Première chose. Deuxième chose, lorsque je suis passé rapidement sur votre chaîne, je vous ai dit,
lorsque on signe de telles conventions, la première chose, quand on fait un appel d'offres, et la première chose qu'on va vérifier, c'est le bilan de l'entreprise à qui on donne les parts de marché. Et ce bilan montre la solidité de cette entreprise. Et là, j'apprends par votre chaîne qu'au final, le monsieur n'a pas un sou. Mais quand on lui accorde le crédit, il faut qu'on nous publie les documents fournis par ce monsieur qui donne des garanties à l'État congolais pour que l'État congolais valide, pour que le Premier ministre Koliné Makosso, il faut pointer les gens, valide le dossier. Sur quelle base? On appelle ça le blanchiment des capitaux. Mais ce n'est même pas avant même d'arriver au blanchiment des capitaux, c'est d'abord les détournements, puisque c'est l'argent public. Monsieur Perrin, souvenez-vous que nous n'avons pas d'école par manque d'argent, les salaires ne sont pas toujours versés, les hôpitaux manquent de médicaments, mais comment se fait-il que des comptes publics, on a sorti 40 milliards de francs CFA? On a sorti ça d'où? Donc, au final, ce sont les 14 000 milliards qui sont toujours quelque part qu'on utilise pour continuer à les blanchir via les étrangers. La question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'une entreprise qui vient, parce que là, Anatole Koliné Makosso a parlé d'un appel d'offres, d'accord? Il y a eu, je crois, 6 souscriptions comme ça, et ils ont retenu cette entreprise. Mais l'entreprise qu'ils ont retenue, nous apprenons tous là, c'est le député Jean-Claude Ibovi qui le dit, c'est pas moi. Nous apprenons que, voilà, ce monsieur a obtenu un crédit au Congo. Comment on peut finalement, ou comment ce monsieur a fait pour remporter, j'allais dire, cet appel d'offres? Quels ont été les critères finalement? Puisqu'il n'a rien, il n'a pas de capitaux, il n'apporte rien. Le monsieur vient prendre un crédit au Congo et c'est lui qui remporte l'appel d'offres. Comment expliquer ça? Mais vous avez, je crois, c'est Saint-Eudes qui sort d'une haute école de commerce. Et vous avez l'ancien ministre du budget, Ngatsé, qui fait les audits des comptes publics. C'est avec vous, déjà que je disais, il y a une trahison des intellectuels congolais, des cadres congolais. Demain, si on demande à M. Ngatsé, au titre de sa boîte d'expertise comptable, d'auditer les comptes publics du Congo face à une telle réalité, M. Ngatsé, vous enseignez quoi à vos étudiants en finance? Appelez un chat un chat. Lorsque vous voulez racheter une filiale, une entreprise, mais ça veut dire que vous venez avec l'argent pour racheter. Mais si votre bilan est négatif, si vous n'avez pas de trésorerie, mais comment il a fait pour obtenir cette entreprise-là? Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut signaler. Est-ce qu'on a donné 40 milliards en espèces à ce monsieur ou que ce monsieur a un compte au Congo? Parce que lorsque les étrangers arrivent chez nous, comment s'appelle la banque qui assure et qui sécurise les transactions pour éviter la fuite des capitaux? Donnez-moi le nom de la banque. Les 40 milliards, même si c'est lui qui est venu avec, ou que ce soit l'argent public sorti d'où? De la banque postale, du trésor public, de la banque centrale. Où est-ce qu'on est allé chercher cet argent? Et cet argent aujourd'hui, pour parler comme l'homme de la rue au Congo, M. Perrin, cet argent dort dans quelle banque? Pour le moment, les activités n'ont pas commencé. Donc, il y a 40 milliards aujourd'hui. Eh bien, je demande au procureur de la République d'interpeller Koliné Makosso, d'interpeller le ministre des Finances, d'interpeller le ministre du Budget. Ou sinon, peuple congolais, soulevez-vous. On n'est plus en train de rigoler. Peuple congolais, soit le procureur va interpeller tout le monde, les placer en garde à vue, récupérer les 40 milliards et s'occuper des Congolais qui souffrent. Il est hors de... Et si ce Sénégalais se trouve encore au Congo, eh ben, il faut qu'on l'arrête. Il faut que la police congolaise l'arrête et tout de suite, on lui retire son passeport, on le place en détention provisoire le temps de l'enquête. Mais c'est quoi ce pays? Bien malheureusement, le procureur de la République dont vous faites état, tout le monde sait de quoi il est capable. En fait, il s'occupe beaucoup plus voilà, des opposants politiques que des vrais problèmes. Sinon, peut-être des Bélébé ou Béléba qu'on appelle Yonan, Niozan et le côté Bola. Mais dans des affaires aussi sensibles comme celle-ci, ben, on ne le verra pas. Il ne va pas se manifester. Alors donc ici, on a constaté évidemment que la pilule est très, très amère à avaler. Mais alors, regardez la réaction du député Ibovi, il doit être le député du PCT.
Député du PCT, bien sûr. Mais regardez sa réaction. Il parlait même des agendas cachés. Il se dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas des agendas cachés derrière? Ce n'est pas le même qui avait déjà demandé à Bouya c'est lui, c'est le même, oui. L'équivalent de 135 km de route goudronnée, mais c'est une route qui n'existe pas. Je vais sur le point, c'est là où je prends la question qui est déposée. Au ministre de la Territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé de contrat sur l'entreprise de Total. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Mais vous voyez. C'est le même. C'est incroyable ce pays. C'est vraiment incroyable. C'est comme je disais tout à l'heure, la situation est tellement délicate et sensible. Et alors Isidore Mbouba, donc le président de l'Assemblée nationale congolaise, était bien obligé de décider de surseoir l'affaire, d'arrêter. Il a demandé carrément, il faut arrêter cette affaire pour ne pas créer des troubles. Je vous invite donc à suivre cet extrait où il demande de surseoir l'affaire. Suivez. Je crois qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. L'énergie est une question d'importance. Je vais peut-être paraître vieux jeu. Lénine disait que le pouvoir des soviets ne pouvait prospérer que par l'électrification de toute la Russie. Une démarche est engagée. Mais cette démarche, dans un contexte particulier, honorable député, chers collègues, dans une année, nous allons affronter une élection majeure. Et je n'aimerais pas qu'au cours de cette année, qui précède celle qui suit, qu'il y ait de remous dans le pays. Donc le processus engagé doit se faire sans remous. Malgré tout, je constate que c'est mal parti. C'est mal barré, comme on dit. Bon, le démarche a été quelque peu amélioré puisque le Premier ministre met en place un comité technique. Nous osons croire que le petit comité technique va faire de telle sorte que la démarche se passe sans remous pour le bien et de l'entreprise et du peuple congolais. Donc, entre-temps, on suspend tout. Voilà, alors donc pour Isidore Mbouba, président de l'Assemblée nationale, il faut arrêter avec cette affaire pour ne pas créer des troubles avant les élections présidentielles de 2026, encore que ces élections aient lieu, bien entendu. En 2026, je pense que soyons tous sérieux, en 2026, soit le PCT dit il y aura élection, mais il n'y aura pas de candidat du PCT, et donc tout Congolais peut se présenter, sauf le PCT, ou soit il faut aller à la révolution du fleuve, comme le dit le CRC. On ne peut pas continuer comme ça avec un pouvoir qui laisse les gens mourir dans la misère. Et d'ailleurs, quand vous parlez de tout cet argent-là, mais c'est ce que j'ai toujours expliqué, il appartient à l'État congolais d'utiliser la richesse nationale pour le bien-être des Congolais. C'est-à-dire, s'il faut donner des parts de marché, il faut que ce soit les Congolais qui prennent ces parts de marché. Vous avez des Congolais qui ont le sens du business, le sens des affaires. On en a marre parce que le pouvoir va nous pousser à la violence, y compris contre ces étrangers qui viennent blaguer avec notre pays. Ça, je suis sérieux. Le dire, je ne suis pas xénophobe. Celui qui pense que je suis xénophobe, M. Perrin, j'accepte un débat avec lui. La dernière fois, Pascal Tsatimabiala, du fait qu'on refusait la présence des Rwandais dans nos terres agricoles, nous avait traité de xénophobes. Eh bien, j'invite Tsatimabiala de venir débattre avec moi sur votre chaîne, qu'il démontre que ce qui se passe au Congo, c'est normal. On entend parler le chef de l'opposition qui s'oppose à quoi? Voilà un pouvoir qui détourne des milliards.
Et le chef de l'opposition n'a pas trouvé mieux que de traiter les Congolais des xénophobes sur cette situation-là. Mais allez dire ça à Donald Trump. Allez dire ça à Xi Jinping. Ce dont on parle, M. Perrin, OK, si nous sommes dans l'erreur, mais allez poser la question au président français, allez poser la question au Premier ministre canadien, et vous entendrez sa réaction. Donc, je pense que le fait que le Congolais soit un peuple pacifique, on est en train de prendre le peuple congolais pour un peuple de moutons. Eh bien, comme a dit Emmanuel Macron, dans les négociations, quand vous êtes dans la classe des moutons, on risque de vous manger. Eh bien, à un moment donné, eh bien, il faut qu'on bascule dans la classe des prédateurs et des fauves. Et on montre les crocs. Alors, le constat qu'on fait aujourd'hui, après je peux me tromper, mais il faudrait qu'on me démontre, on a bien l'impression que tout le patrimoine économique du Congo a été pollué, évidemment. Ce régime est en train de mettre la main, sinon de faire main basse sur tout le patrimoine économique. On se pose maintenant la question de savoir pour quelles raisons. Comparativement à d'autres pays de la CEMAC, un niveau de dépenses fiscales qui est très élevé. Nous accordons plus d'exonération que nous mobilisons des ressources intérieures nécessaires au financement des activités prévues dans les lois de finances au titre de l'exercice 2023-2024. Rien qu'au cordon douanier, nous avons enregistré plus de 600 milliards d'exonération de dépenses fiscales, alors que les recettes en peine à atteindre les 180 milliards. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que les entreprises bénéficient des conventions, deviennent entreprises seules, des hubs d'importation pour un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'individus, et à ce moment-là, importent. Mais en réalité, ces marchandises-là ne sont pas destinées à leurs engagements qu'ils ont pris dans les conventions d'établissement. Alors, Didier Mouili-Volo, on va passer à notre volet, toujours dans l'actualité. C'est la visite, vous le savez, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, qui s'est entretenu avec, bien entendu, le Parti congolais du travail à Brazzaville pour rappeler à ces derniers voilà, de consolider la paix, l'unité nationale dans le pays avant, pendant ou après l'élection présidentielle de 2026. Votre commentaire? Alors, mon commentaire, il est simple. Je n'ai pas de leçon à faire à ce diplomate nigérien, sauf à lui rappeler qu'il vient au Congo en tant que représentant des Nations Unies, de l'organisation des Nations Unies pour le compte de l'Afrique centrale. À ce titre, il n'a pas à se mêler des problèmes internes. La politique interne, il vit certainement à New York. Les Américains parlent du domestic system. Dans tous les pays du monde, les organisations internationales gouvernementales respectent les réalités nationales. Donc, ce monsieur qui vient au nom du secrétaire général Antonio Guterres pour se mêler des problèmes des partis politiques. Moi, je pose la question à ce monsieur Abari, Abdou Abari, après le Congo ou avant le Congo, dans quel pays il s'est déjà rendu en Afrique centrale et il s'est entretenu avec les partis politiques. Voilà un pays, le nôtre, le mien, le Congo-Brazzaville, qui devient la risée des nations du monde où n'importe quel charlatan, n'importe quel Tintin vient et il vient faire son cinéma. Le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique, UNOCA, et sa suite sont venus rencontrer l'équipe dirigeante du PCT, conduite par Joseph Mbossa, secrétaire permanent aux questions électorales. Dans un contexte sociopolitique délétère dans la sous-région, avec le conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo, les deux parties ont relevé la nécessité d'œuvrer pour la paix dans le continent. Dans un environnement régional des plus complexes, l'Afrique centrale fait face à beaucoup de défis. L'un des défis les plus préoccupants de ces derniers jours, de ces dernières semaines, est bien évidemment la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous souhaitons que ce havre de paix qu'est le Congo
puisse, à l'occasion de ces élections, renforcer son bien-vivre ensemble, renforcer sa cohésion sociale, renforcer sa paix et sa stabilité dans un environnement qui en a grandement besoin. Monsieur Perrin, je peux débattre avec lui, qu'il me dise dans quel article de la Charte des Nations Unies il est écrit que l'ONU se mêle des relations entre partis politiques dans un pays. Et au nom de quoi, au Congo, que les jeunes soient dans la gestion publique ou pas, ou que les femmes soient dans la gestion publique ou pas, au nom de quoi ce serait une menace à la paix? L'ONU a été créée pour garantir la paix et la sécurité internationale. Point à la ligne, on passe. Dès lors que dans des pays, il n'y a pas de menace à la paix et à la sécurité internationale, ce n'est pas le problème de l'ONU de savoir qui sera le président du Congo. Alors si c'est ce que l'ONU commence à faire, avec Donald Trump qui vient de revenir au pouvoir et qui déteste le multilatéralisme, qui déteste l'interdépendance et qui est plutôt dans les relations one-to-one, croyez-moi, même l'ONU peut disparaître demain. Si l'ONU continue comme ça. Je voudrais quand même rappeler que les émissaires, il faut les appeler comme ça, de l'ONU rencontrent souvent le régime de Brazzaville et c'est souvent pendant les périodes où, disons, à l'approche des échéances électorales majeures, notamment les présidentielles. Généralement, ils ont toujours ces visites à rendre, bien sûr, mais souvent au Parti congolais du travail pour leur rappeler toujours la paix. Mais ce qui est curieux, c'est que depuis là, on a assisté, ou je ne sais pas, vous l'avez probablement aussi constaté, c'est que après chaque élection, il y a toujours des troubles au Congo-Brazzaville, il y a des crimes, il y a des assassinats, des massacres des civils et parfois des génocides. Mais jamais l'ONU n'a condamné ces crimes commis par Denis Sassou Nguesso après les élections. Curieusement, l'ONU envoie toujours un émissaire, son spécialiste, son envoyé spécial qui arrive rencontrer le régime de Brazzaville. Comment comprendre finalement le mot paix qu'ils agitent tout le temps ou toutes les fois qu'on est proche des élections présidentielles? Comment comprendre ce mot paix? Monsieur Perrin, je dois rappeler une chose. Je voudrais quand même poser la question à M. Antonio Guterres et à ses émissaires qui viennent au Congo-Brazzaville. Que pense-t-il de la situation au pôle? Moi, je vous donne les vraies menaces à la paix et à la sécurité et au Congo-Brazzaville et dans la sous-région. L'ONU, si vous lisez tous les rapports de l'ONU, et c'est Kofi Annan, le premier qui alerte, nous sommes dans les années 1990, si je ne me trompe pas, dans ses rapports, Kofi Annan dit l'Afrique noire est le continent ou la partie du monde la plus pauvre et la seule à s'appauvrir. C'est-à-dire que Kofi Annan pose le diagnostic selon lequel, d'année en année, l'Afrique noire s'appauvrit, alors que les autres parties du monde, on voit quand même des signes d'espoir. C'est un officier supérieur de l'armée congolaise, M. Dominique Okemba, pour ne pas le citer, qui a dit on a bombardé le pôle, on a détruit le pôle, le ciel n'est pas tombé. M. Abdou Abari, on pense quoi? Quand Okemba dit qu'on a bombardé le pôle, on a détruit le pôle, mais il n'a pas détruit les arbres. Nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. Quand un militaire le dit, c'est parce qu'il a détruit des humains. Ce n'est pas parce qu'il a détruit les arbres ou les animaux. Les disparus du beach, l'ONU, on dit quoi? À la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congos et le Haut Commissariat aux réfugiés s'accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville de ceux des réfugiés qui le désiraient. Au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvaient pas les membres de leur famille, qu'elles disaient cependant avoir rempli
les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination de Brazzaville. Ainsi naissait l'affaire dite des disparus du beach. Une enquête ayant été diligentée dès que les faits déplorés fussent connus, notamment à la suite des plaintes déposées le 3 et 8 septembre 1990 par M. Marcel Twanga, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, immédiatement après la réception des procès-verbaux dressés pour faire foi des investigations et des constatations de la police, ouvrait une information judiciaire contre personnes non dénommées des chefs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'était le 8 mars 2000. 14 ans. Norbert Dabira, général congolais, a été interpellé ce jeudi en banlieue parisienne par les autorités françaises. Actuellement membre du gouvernement de Brazzaville, ce sexagénaire est mis en examen pour crime contre l'humanité à propos d'une enquête toujours irrésolue, l'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Mokoko est en prison, Okombi Sarissa est en prison, vous avez des journalistes en prison qui sont emprisonnés. Monsieur Abari, il vient à Brazzaville et il dit ça et il ne pense pas aux Congolais. Le 1er octobre 2024, 7%, en tout cas moins de 10% d'enfants au Congo sont allés à l'école. La pauvreté est une menace à la paix et à la sécurité sociale. Quand il parle du bien-être social, le fait que 70% des Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour, c'est une menace à la paix sociale, donc à la cohésion sociale. Donc ce monsieur vous raconte exactement le contraire de ce que l'ONU publie comme rapport. De qui se moque-t-il? Des rapports de l'ONU ou des Congolais? Vous voyez? Donc moi je pense que les Congolais doivent cesser d'être des moutons, mais être des fauves, pour chasser même du Congo des gens qui viennent raconter des choses. Et puis, nous sommes tous spécialistes des questions internationales. Demandez à n'importe qui, les émissaires de l'ONU, on peut les taxer de corrompus. Parce que ce qu'ils disent, ils montrent aux Congolais, on est tous allés à l'université, ils démontrent qu'ils sont corrompus par le pouvoir de Sassou. Parce oui, que, d'ailleurs, pardon, Didier Mouni-Volo, lorsque vous parlez de la corruption, ça nous fait penser à ce fonctionnaire du FMI, du Fonds monétaire international, Moussa Yaya, ça vous dit quelque chose? Ce monsieur qui, très curieusement, était devenu actionnaire dans des sociétés d'exploitation pétrolière au Congo-Brazzaville, jusqu'à 10%. Il a empoché au moins 500 millions de $ au Congo-Brazzaville. Et donc, à un moment donné, on se dit à quoi servent évidemment ces organisations. Je veux vous faire une confidence, M. Perrin. Et ne vous inquiétez pas. Tous ces gens, tôt ou tard, y compris l'ONU elle-même, y compris toutes ces organisations qui croient blaguer avec le Congo, tôt ou tard, ces gens seront poursuivis et ils n'auront de refuge nulle part. Tout dépend de la volonté d'un État de poursuivre ceux qui ont contribué à détruire son territoire et son peuple. Demain arrive au Congo une femme, un homme nationaliste, amoureux de son pays. Nous avons tous les documents et devant aucune juridiction internationale, ce monsieur pourra démontrer que après le FMI, il a eu un capital pour devenir actionnaire au Congo. Eh bien, il rendra des comptes et s'il faut le mettre en prison au Congo, on le mettra en prison au Congo. Et si M. Abdou Abari veut jouer avec ça, eh bien, il connaîtra le même sort. Mais il y a même un conflit d'intérêts. On peut parler de conflit d'intérêts dans ce cas. Et, mais pourquoi ils ne le font pas aux États-Unis? Pourquoi ils ne le font pas aux États-Unis? Pourquoi ils ne le font pas au Maroc?
Pourquoi en Algérie, il y a des problèmes. En Tunisie, il y a des problèmes. En Libye, il y a des problèmes. Les Noirs sont massacrés en Libye. Et pourquoi les émissaires s'ils le font au Congo, peut-être parce que, évidemment, puisque le régime de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso, fonctionne sur la base de la corruption. Mais bien sûr. Tout l'argent est utilisé pour corrompre et probablement qu'on leur donne beaucoup d'argent. Moi, je me suis entretenu avec certains observateurs qui venaient à Brazzaville pour observer les élections, mais j'avais appris des choses où ils m'ont dit quand on est arrivé, on a appelé notre responsable dans un hôtel, on lui a remis, et comme ils appellent ça l'enguiri, on leur a donné beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'à la fin de chaque élection, ils sont obligés de vous chanter le même refrain pour vous dire globalement positif, ça s'est globalement passé, mais globalement parce qu'évidemment, globalement, ils ont de l'argent qu'on leur a donné. Donc voilà un peu, et c'est là où je me pose la question de savoir si le Congo n'est pas victime disons d'un complot international, parce que je pense aussi au HCR qui a été complice au massacre du Beach. Cette histoire, jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que pendant qu'on venait chercher ces jeunes pour aller les exécuter, le HCR était au courant. Et la dame qui assurait, évidemment, qui représentait le HCR aujourd'hui, est devenue multimilliardaire, elle aussi. Elle est dans les affaires. Monsieur Perrin, rectificatif, le HCR n'était pas au courant. C'est le HCR qui pilote le retour des réfugiés dans leur pays. Ça veut dire que le HCR s'est rendu coupable des assassinats des disparus du Beach. Parce que lorsque vous avez des réfugiés dans un pays, tout de suite, c'est le HCR qui les prend en charge. Et même les rapatrier dans leur pays, c'est le HCR. Donc, nos réfugiés, nos parents qui étaient du côté de la RDC ne pouvaient pas revenir sans qu'il y ait un travail tripartite. La RDC, où se trouvent les réfugiés, les Congolais, à qui appartiennent les nationaux, et le HCR qui les achemine. Exemple très simple, il y a des réfugiés rwandais chez nous, 8 000, mais depuis, ils sont peut-être 10 000. Le Rwanda veut bien les prendre. Le HCR dit que dans la situation actuelle du Rwanda, ils ne peuvent plus être réfugiés, ils doivent rentrer. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Mais parce que le Congo refuse de les faire partir. Et vous avez vu le HCR les soulever? Non. Ils sont toujours là. Donc, c'est toujours tripartite. Le pays d'origine, le pays d'accueil et l'Organisation des Nations Unies spécialisée qui s'occupe de ces affaires-là. Et à un moment donné, arrivera aussi au pouvoir des Congolais qui aiment leur pays, qui voudront faire la lumière. Eh bien, le HCR et l'ONU devraient expliquer aux Congolais comment cela a pu se passer, et l'ONU a fermé les yeux et n'a rien dit. Voilà, et depuis évidemment cette mission, la dame est devenue multimilliardaire, elle a même démissionné du HCR, voilà, elle est devenue... Mais c'est pour cela que dans les couloirs de l'ONU, ils se bousculent tous pour être émissaires en Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale, c'est encore la zone qui regroupe les grands dictateurs. Et c'est des pays immensément riches. Je ne vais pas citer le nom de tous les présidents de l'Afrique centrale. Regardez comment leurs enfants blaguent avec des milliards en Europe. Le seul lieu en Afrique où les enfants et les familles des présidents ne voyagent qu'en jet privé, c'est en Afrique centrale. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'ONU et de l'Union africaine, tout le monde se bouscule, les diplomates se bousculent pour être l'envoyé spécial en Afrique centrale. Et comme les États comme ceux du Congo-Brazzaville monnaient les rapports qui sont très bien, mais regardez, l'ONU qui fait des prévisions, le FMI qui fait des prévisions, la Banque mondiale qui fait des prévisions, personne n'a réagi à un recensement bidon. Personne. Or, le recensement général de la population et de l'habitat, dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, les pays développés, c'est prélude aux politiques publiques. Mauvais recensement, mauvaise politique publique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on enseigne dans toutes les écoles de gestion publique. Mais regardez chez nous, Denis Sassou Nguesso va pondre un recensement qui démontre que sur 15% du territoire habitable au nord, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les géographes qui le disent, puisque le reste, c'est des forêts marécageuses, il y a plus de 2 millions d'habitants. Mais ils sont où? Et les organisations internationales comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, qui viennent nous aider à nous développer, valident des données statistiques bidons.
Et donc, les Congolais doivent se poser la question de la relation que nous devons avoir avec ces organisations internationales. Si c'est pour venir flatter le pouvoir et prendre l'argent, ce n'est pas la peine. Mais apparemment, c'est devenu leur nouvelle mission, parce que je ne vois pas en quoi ces organisations servent encore ou quelle est l'importance de ces organisations. Je l'ai dit tout à l'heure, le Congo-Brazzaville est victime d'un complot international. Comment se fait-il que l'ONU, par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, qui connaît bien le dossier des prisonniers politiques au Congo, puisqu'ils ont travaillé là-dessus, il y a eu, je crois, un groupe des experts de l'ONU qui avait, je crois, recommandé la libération immédiate et inconditionnelle. Et pourquoi M. Habari n'a pas dit ça au PCT? Pourquoi il n'a pas rappelé ça? Pourquoi M. Habari n'a pas rappelé? Mais c'est pour cela que je vous dis que M. Habari vient raconter, chers compatriotes, écoutez-moi bien, M. Habari vient vous dire exactement le contraire des rapports de l'ONU sur le Congo. Les rapports, vous les trouvez sur Internet. Vous tapez sur Google, rapport des Nations Unies sur la République du Congo, il vous bascule sur le site de l'ONU et vous avez tous les rapports. Et prenez tous ces rapports-là, et même vos collègues, M. Perrin, même vos collègues journalistes, pourquoi ils n'interrogent pas les gens correctement en disant, mais M. Barry, ok, vous venez vous rencontrer les responsables du PCT, mais est-ce que c'est dans vos prérogatives en tant qu'organisation internationale? Le PCT est un parti politique, l'ONU traite avec le gouvernement. C'est bien dommage. Alors, Didier Moueni-Volo, le troisième volet porte sur la présence rwandaise, évidemment, à Madingu, dans la Bwenza. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette présence lorsque tout le monde sait que les autorisations express ou provisoires sont caduques depuis le 8 décembre dernier? Ça veut dire que le Rwanda ne devrait plus disposer des terres au Congo-Brazzaville. Or, là, on nous signale évidemment la présence rwandaise à Madingu. Les gens nous ont posé des questions. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Oui, c'est vérifié. Nous avons envoyé nos correspondants sur place. Je vous propose de suivre ces images dans lesquelles vous allez voir évidemment des véhicules marqués ENI avec les sacs, voilà, des engrais. Voilà. Ils sont en train de se préparer pour démarrer la culture du rissa et on revient sur le plateau. Suivez. Voilà, Didier Moueni-Volo, les Rwandais vont démarrer donc la culture du ricin très bientôt là, et donc ils sont en train de se préparer, comme vous avez vu sur ces images. Quelle analyse cela vous inspire? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Anatole Collier-Bakosso a parlé des autorisations provisoires express, et tout ça s'est tombé en caducité depuis le 8 décembre, je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est comme quoi le Rwanda ne peut plus revendiquer des terres au Congo-Brazzaville. Et très curieusement, voilà, on apparaît, voilà, un matin, on va trouver les Rwandais en train de se préparer pour faire la culture du ricin au Congo-Brazzaville. Dans les relations humaines, il ne faut jamais être docile. Il ne faut jamais être du côté des faibles ou du côté des gentils. Personne ne demande aux Congolais d'être gentils et d'accepter les étrangers sur leur terre. Je vous le dis encore, regardez l'histoire du parcours de Paul Kagame. Paul Kagame a compris que tant que lui et son mouvement seront faibles, ils seront piétinés. Après, il appartient aux Congolais de prendre ou de ne pas prendre. Mais sachez-le, dans les relations humaines, même dans les relations humaines nationales, mais je vous dis encore, je vous renvoie à la thèse de doctorat 3e cycle de Célestin Gomafutu. J'ai lu cette thèse-là, c'est à la bibliothèque du Palais des Congrès. Peut-être que les gens peuvent trouver ça ailleurs. Donc, Célestin Gomafutu est un historien. Il a travaillé sur les relations entre les Bantous et les Pygmées. Et écoutez les Pygmées, leur chant. Les Pygmées ont une chanson qui est exactement identique à la chanson des Juifs qui parle de leur terre perdue et de leur Dieu Zion. On the river of Babylon, where we sit down and when we remember Zion. Les Pygmées ont la même chanson en disant les géants. Donc les Bantous sont arrivés, nous ont attaqués, nous ont massacrés et ils ont occupé nos terrains de chasse, de pêche, d'agriculture, de pêche et de chasse. Nous repoussons dans la grande forêt.
Les Pygmées ne vivaient pas dans la grande forêt comme on le connaît aujourd'hui. Mais c'est la relation avec les Bantous, les conflits avec les Bantous, beaucoup plus outillés, armés, plus brutaux, qui a fait que les Pygmées se sont retirés des terres où ils étaient et les Bantous ont occupé leurs terres. Ça fait partie de l'histoire des relations humaines. Je veux dire quoi par là? Si les Congolais continuent à laisser ces gens s'installer, eh ben c'est eux qui partiront. Mais ça ne sert à rien de pleurer. Je vous renvoie encore à une autre chanson, Monsieur Perrin. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre et c'est le faible qui a tort. Qui a tort, oui. Dans les relations humaines, écoutez bien cette chanson, réécoutez. Et c'est le faible qui a tort. Face à la défense de l'intérêt national, de la sécurité nationale, de la souveraineté nationale, on ne doit jamais trembler. Et on se sacrifie. Ce qui se passe à Madingu, ce qui se passe au nord de Brazzaville, on peut parlementer. Mais à un moment donné, il appartient aux Congolais de défendre leurs terres. Écoutez Kagame parler quand il parle de l'Est de la RDC. Alors que les rapports de l'ONU disent qu'il y a des militaires rwandais, Kagame vous dit no, we have no soldiers in Congo. There are fighting between them. Ils se battent entre eux. Mais qui est le professeur de Kagame pour le noter 0 sur 20 ou 10 sur 20? Et qui est le professeur des populations dans la Bwenza? Qui est le professeur des Congolais pour dire ah non, non, on ne peut pas réagir parce qu'on aura une mauvaise note? Mais défendez vos terres. Regardez avec quelle agressivité Trump est arrivé et en moins d'un mois, il a bousculé 70 années des relations avec l'Europe. Mais c'est ça les relations entre les humains. Pour ne pas dire les relations internationales, mais c'est ça les relations. Donc, si les gens se contentent de dire, ah oui, Eni, mais même Eni, on peut bouter Eni dehors. Si les gens se contentent de dire, oui, mais Eni est venu avec les sacs des engrais, mais oui, mais qui vous dit d'accepter? Il y a quoi? Il y a 400 000 habitants dans la Bwenza, mais il n'y a pas 400 000 personnes sur cette terre-là. Évidemment, lorsqu'on en face... Juste pour terminer, M. Perrin, oui, lorsque l'Espagne a voulu tergiverser sur le Sahara occidental, qu'est-ce que le roi du Maroc a fait? Le roi du Maroc n'a pas utilisé l'armée parce que Hassan II savait que si je prends l'armée, l'Espagne et les Européens risquent de m'écraser. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait marcher 5 millions de Marocains. 5 millions de Marocains ont marché depuis le Maroc jusqu'au Sahara occidental. Vérifiez. Qui va tirer sur 5 millions de personnes? La Bwenza compte plus de 400 000 habitants. Si 20 000, 30 000, 40 000 habitants déferrent sur ces plantations-là, qui viendra les déloger? L'armée congolaise? Laquelle? Laquelle? Mais la preuve, c'est qu'ils ont un exemple affiché par, sinon montré par les agents de EKRC. Pourquoi le gouvernement a reculé? Mais c'est parce que les agents de EKRC se sont levés. La violence est un critère en politique. La violence est un élément politique. Le pouvoir aux États-Unis, en France, en Chine, en Afrique ne recule jamais tant qu'il n'y a pas une dimension violente dans les revendications. Et ça, il faut que les Congolais le comprennent. Trouvez-moi un seul spécialiste des sciences sociales qui vous dira que tel pouvoir a reculé juste avec les débats à l'Assemblée. C'est faux. Les mouvements populaires, c'est ça qui fait reculer les pouvoirs. Donc, soit ça va vendre le Congo aux étrangers, soit par soulèvement populaire, il faut chasser Sassou du pouvoir. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso et à ses enfants. Et surtout que c'est des enfants qu'ils font avec beaucoup de femmes étrangères. Mais on se moque de qui? Qu'est-ce qui se passe si les Congolais apprennent qu'un jour, le lendemain matin, tout un village a été tué par ces Rwandais? Vous faites quoi? Mais c'est ce qui s'est passé en RDC. Qu'est-ce qui se passe si, moi je pose la question à l'armée congolaise, à la police congolaise, à la gendarmerie congolaise, je pose la question au préfet des Congolais. Qu'est-ce que vous faites si un jour, vous vous retrouvez avec tout un village qui a été massacré et on a occupé leur terre? Vous faites quoi? Et vous dites, c'est maintenant qu'on va se battre? Et massacrer comment? Est-ce qu'ils voient les vidéos qui circulent là? Comment ces gens-là agissent? Vous voyez ce qui se passe à Goma? Vous voyez ce qui se passe au sud Kivu? C'est comme si, je ne sais pas moi, les Américains disaient à Hitler, faites-nous venir quelques bataillons des SS. Nous sommes en train, attendez, on en parle sur R7, mais on est en train de jouer quand même avec l'avenir de notre pays, ce n'est pas une blague.
Voilà, alors tout à l'heure, vous disiez évidemment, lorsque, en fait, comme qui dirait, hein, c'est l'article d'ailleurs 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je vais simplement rappeler à nos téléspectateurs, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable de devoirs. Bien sûr. Et je crois que j'ai bien envie de dire à bon entendeur salut parce que vous avez été prévenu. Didier Mouni-Volo, toujours sur l'actualité, évidemment, congolaise, nous parlions ici de la présence rwandaise dans la Bwenza, notamment à Madingu, mais il y a aussi un autre... mais là, ils ont changé de procédé, en fait. Dans le pool, ils sont allés recruter les jeunes qu'ils vont former. Je ne sais pas s'ils ont commencé déjà la formation, c'est ce que notre correspondant nous a dit. Et là-bas, ils proposent aux jeunes de cultiver, c'est-à-dire, on va les former à cultiver du ricin, et ils vont cultiver ça dans leur terre. C'est-à-dire, si vous avez des terres, vous cultivez le ricin, et puis, Eni, ou je ne sais pas qui, ou c'est le gouvernement, ou je ne sais pas si c'est les Rwandais, ou c'est Crystal Venture, qui viendra acheter. Donc, en fait, on vous garantit déjà l'achat. Voilà. Le projet de la culture de ricin, pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfeld fait avec la société Eni. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bwenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois, là où la population congolaise va cultiver le ricin. Et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. Et donc, on est en train de former les jeunes qui vont commencer à planter dans leurs terres. Et Crystal Venture viendra acheter probablement Eni. Mais je disais, c'est juste un piège, en fait. Parce que lorsqu'on parle de la culture du ricin, si vous avez suivi Denis Christel Sassou Nguesso lors de la conférence de presse qu'ils ont donnée à Kigali, Denis Christel Sassou Nguesso parlait de 120 000 hectares de terres arables qui ont été déjà identifiés, donc cédés au Rwanda. Et comme pour embrouiller la population, ce que Anatole Colinet Makosso a fait, c'est quoi? C'est qu'il est venu distraire les gens sur un autre volet qui concerne 12 000 hectares de terres du ranch de Massangi. Et tout le monde s'est jeté là-dessus, oubliant qu'à côté, en fait, il y avait plus que ça. Donc, les 120 000 hectares de terres sur 156 000 hectares de terre. Ça veut dire quoi? Ces jeunes qui vont apprendre à cultiver le ricin, ils vont commencer à cultiver dans leur terre, comme on leur a dit. Mais ce sont les mêmes zones qu'on a cédées au Rwanda. Une fois qu'ils ont planté, le lendemain matin, après on leur dira, ben c'est bon, écoutez, bon, maintenant là on change de stratégie, de phase, vous devez partir parce que ce sont nos terres. Voilà le piège qu'on est en train de tendre à ces jeunes. Et je me disais, mais comment est-ce que les jeunes Congolais peuvent être naïfs jusqu'à ce point? Mais vous savez, dans ce que vous expliquez, moi j'ai envie de dire qu'on parle de 12 000 hectares de terre ou de 100 000, 120 000 hectares de terre. Le sujet, c'est déjà que ce problème d'agriculture, c'est un produit qui n'est pas consommable. Si je me place moi en tant que Congolais, c'est un produit qui n'est pas consommable, c'est un produit qui semble-t-il qui est destiné à la fabrication des biocarburants. Or, le gouvernement dans le monde fait des prévisions, des politiques publiques en fonction de ses besoins. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de penser aux biocarburants si moi, je n'ai pas besoin de biocarburants. Le Congo est un pays pétrolier, l'industrie pétrolière est en pleine croissance. Pourquoi je n'investis pas dans le pétrole et dans le gaz? Qu'est-ce que je vais chercher dans les biocarburants? Première chose. Deuxième chose, mon peuple meurt de faim, mon peuple n'a rien à bouffer. Pourquoi la force agricole, la force de production, je vais mettre ça dans un produit agricole que mon peuple ne va pas consommer pour être en bonne santé? Parce que lorsque ces jeunes qui sont recrutés pour faire ces travaux d'agriculture du ricin, en fait, ils mangent quoi en attendant?
et en quoi qu'est-ce que le Rissan leur apporte. Donc, on voit bien que c'est un projet qui est médiocre. Et en plus, là, on voit aussi les limites du pouvoir de Sassou et du gouvernement de Collinet, c'est qu'ils ne comprennent pas le système international. Je peux prendre des paris, M. Perrin. Quelle est la durée de maturation des plantes du ricin? C'est-à-dire qu'on va commencer à planter aujourd'hui, mais pour que ça soit mûr, quand? C'est-à-dire pour qu'on puisse récolter, je voulais dire. La récolte, c'est quand? Dans 1 an, dans 2 ans? Et qui peut garantir que sera le système international dans 1 an, dans 2 ans, avec, je rappelle, le comportement de Trump? Personne ne peut le garantir. Donc, il faut faire l'hypothèse que demain, dans ce projet, il faut donc avoir un paramètre qui dit si Eni, demain, ne prend pas cette production, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, vous allez vous retrouver avec une plante dangereuse qui est un poison dans vos terres arables et au final, double peine. Double peine parce que... Oui, Didier Mouni, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est la question que tout le monde devrait se poser. Comment se fait-il qu'un peuple qui a faim, la priorité de ce gouvernement, c'est de demander à cette population de cultiver du ricin et après ils vont manger... À la place de l'arachide, à la place du manioc, à la place du maïs, à la place des légumes dont on a besoin. Ben voilà, c'est la preuve que... il y a un agenda caché derrière ce projet, parce qu'on ne peut pas comprendre que pour un pays comme le Congo, qui importe pour 700 milliards de produits alimentaires, rien que l'alimentaire, 700 milliards. Et sa priorité, c'est de cultiver le ricin. C'est paradoxal, non? Mais vous savez, si vous suivez l'actualité internationale, la production du cacao baisse et risque de continuer de baisser. Pourquoi? Parce que le gros consommateur, l'Union européenne, ne veut plus importer les fèves de cacao dont les plantations se trouvent sur des zones de destruction des forêts. Donc aujourd'hui, l'Union européenne demande aux pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana de recycler les terres de plantation et de ne plus détruire les forêts. Or, le Congo produisait du cacao. Le Congo a produit le café et le cacao. Le café et le cacao étaient des produits d'exportation. Ces plantations sont pratiquement laissées à l'abandon, que ce soit dans la Lekumu ou dans la Sanga. Pourquoi ne pas réhabiliter ces plantations-là? Là, on a quand même un produit d'exportation qui peut nous rapporter de la plus-value, qui peut créer de l'emploi, au lieu et créer de l'emploi dans le sens, dans les plantations, mais aussi dans tout ce qui est logistique, comment on appelle ça, premier niveau de transformation. Donc, dans la situation du Congo, nous ne pouvons planter que les produits consommables, c'est-à-dire une agriculture de consommation. Donc, créer une économie agro-industrielle, agriculture et élevage de ce que nous allons consommer et avec possibilité d'exportation de la surproduction. Mais le ricin, dans tous les cas, c'est la responsabilité du peuple congolais de faire échec et mat à ce projet. Une fois de plus, si le peuple est docile face aux dirigeants, ça va être la catastrophe. Le peuple doit montrer sa capacité à se révolter lorsque les dirigeants ne sont plus en phase avec les aspirations du peuple. Vous avez cité, comment on appelle ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, les Congolais sont édifiés. Maintenant, à eux de prendre la décision. Il faut leur rappeler également la citation j'allais dire, de Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. Alors, venons-en donc à l'actualité internationale, notamment sur la manière dont Donald Trump gère la situation en Ukraine et en RDC. Alors, les sanctions américaines, je l'ai dit d'entrée de jeu, sont tombées le 20 février dernier contre le ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, James Kabarebe, vous connaissez, et Lawrence Kingston, porte-parole bien sûr du mouvement M23 et l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que 2 de ces entreprises qu'il contrôle, notamment Kingston Fresh et Kingston Holding. Pour la première fois, on a vu le Conseil de sécurité de l'ONU condamner de manière unanime le Rwanda. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Si vous voulez, première réaction, je vous rappelle encore un principe fondamental.
le système international est anarchique. C'est-à-dire qu'il faut suivre d'instant en instant comment les choses marchent et faire des hypothèses pour essayer d'anticiper le coup d'après. Donc, c'est un peu ceux qui jouent au jeu de dames et au jeu d'échecs. C'est un peu comme ça le système international. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel qui ont écrit un très bon livre de l'histoire des relations internationales, Introduction à l'histoire des relations internationales, qui parle du comportement de l'homme d'État. Quand vous travaillez ou vous négociez ou vous êtes dans une sphère de relations internationales, il faut donc tenir compte du comportement des gens, de l'éducation, du parcours de formation, des relations que la personne a pu avoir. Par exemple, je ne sais plus si vous avez regardé sur Internet cette vidéo de Poutine qui va rencontrer Angela Merkel et qui sait que Angela Merkel... Il n'aime pas les chiens, elle n'aime pas les chiens. Ben voilà, dans son parcours de vie, elle a pu développer la phobie des chiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait passer un chien à côté d'elle et on voit bien que ça déstabilise un peu. Mais il refait ça avec les Japonais. Et puis, les Japonais étaient un peu paniqués aussi. Et il rappelle aux Japonais que mais c'est un chèque que vous m'avez donné en cadeau quand je suis venu au Japon. Bon, voilà. Donc, lorsque vous voyez comment s'accélèrent les choses à l'ONU, mais c'est lié aussi à l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump, lui, c'est la politique business. Et il n'a pas du temps à perdre. Et d'ailleurs, quand il prend Elon Musk, et on voit bien, hein, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Moi, je fais le constat. Comment Elon Musk est en train de licencier des fonctionnaires fédéraux. Aux États-Unis, quand on parle des fonctionnaires fédéraux, mais on ne joue pas avec eux. Mais regardez, même le FBI est mis en difficulté. La CIA est mise en difficulté.